something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like globe shotter. My flow slaughter, I'm new fire in all water. Style lit, I'm stylish, so style this, I get it. Cool, handsome and smooth, that equals coquettish. It's over in Mexico. Toronto FC get the job done. Another history-making moment for Greg Vanney's side. They lose on the night, but advance on away goals to the CONCACAF Champions League. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Comme vous venez de l'entendre, Toronto s'est qualifié face aux Tigres de Monterrey en CONCACAF Champions League. Aujourd'hui, on va en parler, mais tout d'abord, on est avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, il fait super beau en Argentine, là où je suis avec beau 25 degrés. Oui, Simon va être content. Il s'interroge toujours sur la température. Donc, oui, aujourd'hui, un podcast assez chargé. On parle des résultats MLS. Et ensuite, là, comme à l'habitude, et ensuite, on s'en va, on fait un tour du continent pour parler de la CONCACAF Champions League, où est-ce que les équipes MLS ont fait un tour record pour finalement finir avec le moment « Il était une fois en Amérique comme d'habitude ». Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet, là, puisque c'est un épisode très chargé, comme je viens de le dire. On va commencer avec les résultats. En général, comment as-tu trouvé cette journée de MLS, Antoine? Toujours comme d'habitude, depuis que le début de saison, ça a été plein de surprises et plein d'équipes qu'on n'attendait vraiment pas à se rater ou au contraire à réussir. Oui, et le premier match de cette journée avait lieu au Maryland, où est-ce que le DC United accueillait le Dynamo de Houston dans une enceinte temporaire, puisque leur stade n'est pas encore complété. Donc, Houston marquait les premiers 2 buts sans riposte. Le premier fait par Albert Ellis et le deuxième par Mauro Manotas en l'espace de 1 minute. Les choses commençaient très mal pour le DC, là. Mais au retour des vestiaires, Darren Mattox réduisait l'écart et finalement, c'est Luciano Acosta qui jouait les héros dans le temps additionnel là, pour permettre à son équipe de récolter les 1 point. Donc, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Très bonne rencontre à Houston pendant la première, de DC pendant la seconde, dont les joueurs à suivre, par exemple, Ellis a fait un bon début de match. Assaz, il bouge bien, même s'il a toujours du mal. En fait, c'est pas l'homme de son équipe comme peut-être le supporter le voudrait, mais il bouge bien. Il faudrait juste qu'autour de lui, ça bouge autant. Et on peut aussi parler de Durkin, qui a 18 ans, qui est entré pendant, je crois, 20 minutes. Mais il a fait très bonne entrée avec des belles transversales de loin et tout. C'était un très bon match pour lui et un très bon premier match de MLS, il me semble. Oui, et du côté de Houston, là, Romel Kyoto commence à enchaîner un petit peu plus les minutes, puisqu'il est rentré à la 56e minute à la place de Andrew Wenger. Donc, bien hâte de voir ce trio-là assez CONCACAF avec Kyoto, Ellis du Honduras et Mauro Manotas. Donc, j'ai bien hâte de voir ce trio-là au fur et à mesure que la saison avance. Ouais, il y a de bonnes choses à arriver pour Houston et même pour DC. Je pense qu'une fois que la mayonnaise prendra, ils arriveront à jouer ensemble un petit peu. Déjà, Mattox, ça fait un début de saison plutôt correct niveau statistique, donc ça devrait aller. Oui, et on va enchaîner directement. Là, encore une équipe de l'Ouest contre une équipe de l'Est. C'est Minnesota United qui accueillait le Fire de Chicago. Un Fire de Chicago qui voulait venger sa défaite crève-cœur à domicile face à Casey, mais qui s'est raté du côté de Minneapolis, puisque Minnesota l'a remporté 2-1. Le premier but s'est déroulé à la 55e minute par le milieu de terrain brésilien Ibson. Collier ripostait 4 minutes plus tard, là, mais 7 minutes plus tard, la 66e, c'est Sam Nicholson qui donnait la victoire à son équipe. Donc, Minnesota, là, sans Kevin Molyneux, semble quand même continuer son excellent début de saison. Ouais, franchement, c'est un peu nos chouchous à Minnesota. Les auditeurs s'en sont peut-être rendus compte. Mais qu'est-ce qui impressionne dans ce début de saison? C'est incroyable. Ils sont dans les premiers de la ligue, même s'il n'y a eu que 3 journées. On pensait qu'au début, c'était grâce à Molino qui gagnait. Molino se blesse la semaine dernière. Ils arrivent quand même à gagner.
En numéro 10, il y a Ibarra qui commence à jouer numéro 10, alors que normalement, c'est à la place de Moino. Il réussit quand même à parfaitement organiser le jeu. Finlay, Nicholson s'entendent super bien. Ibson aussi, Ramirez, pareil. Par contre, le but de Chicago, je ne sais pas si tu l'as vu, Anthony, mais c'est une grosse... c'est vraiment c'est une grosse erreur. C'est 3 fois la défense de Minnesota essaie de relancer le ballon, ça marche pas, c'est tout moche. Donc il y a encore en défense de gros progrès à faire pour Minnesota, mais ils arrivent quand même à taper Chicago, même si Chicago, par contre, ouais, c'est un peu le bordel par rapport à l'année dernière. Ils ont vraiment besoin de renfort. Je comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas recruté cette année, même après leur début de saison. Enfin, si, ils ont une Kataï qui s'adapte, voilà, il s'adapte. Mais en attaque, c'est vraiment pas terrible. Nikolic a aucun ballon qui arrive à lui. Solignac galère. Apparemment, il y a Lee Wing qui est en train d'arriver. Ça serait joué entre Montréal et Chicago. Ce serait une très très bonne addition pour Chicago, mais je ne comprends pas qu'ils aient fait de mouvement plus tôt. Et du côté de Minnesota, là, c'est Quintero de l'América qui pourrait arriver. Là. Ça serait une arrivée assez. J'aimerais vraiment voir ce joueur en MLS. Là. Je crois qu'il peut apporter son bon en MLS. Là. Ça va être excellent s'il arrive. Franchement, c'est une très bonne recrue. Par contre, oui, du coup, Ibarra qui jouait bien en 10, Quintero, il me semble, je ne sais plus s'il est en 10 ou il est en ailier, mais il va falloir essayer de mettre Quintero, Finlay, Ibarra, tout ça dans le même milieu, ça va être un peu compliqué. Ouais, enfin, je crois que Quintero, c'est un joueur un petit peu plus sur les côtés. Là, donc, ça pourrait bien compléter avec Finlay à gauche et pourquoi pas Quintero à la droite. Là. Ouais, ça pourrait être très beau. Oui, Ramirez serait assez bien entouré, mais. Ouais, c'est clair. De toute façon, même s'ils n'ont pas Ramirez, ils ont Dan Ladi. Donc, vraiment, voilà, une équipe très sympa à avoir joué, même si, comme j'ai dit, ouais, regardez le but, si vous ne l'avez pas vu, c'est une grosse blague. Le but, ouais, donc Minnesota là, pourrait commencer à se construire lentement, mais sûrement. Et j'ai bien hâte de les voir dans 3-4 ans, là, quand ils vont être bel et bien construits avec leur stade. Là, ça risque d'être assez beau comme équipe. Ouais, s'ils arrivent à gagner beaucoup de points contre des petites équipes comme ça, ils pourraient même faire les playoffs un peu à la limite. Hein, donc, on va voir. Un autre match, là, c'était le premier affrontement de l'Est de la journée entre Philadelphie et le Crew de Columbus. Ça a fini sur un petit score de 0-0. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de l'année. Non, je crois que c'est le premier de l'année. Peut-être, ouais. Eh bien, Columbus qui continue son bon début de saison avec un nul à l'extérieur et Philadelphie qui reste invaincu aussi. Donc, pour les deux équipes, je crois que c'est pas un mauvais score. Là. Non, c'est un peu dommage pour Columbus. Enfin, je me demande si du coup les équipes n'ont pas compris comment défendre contre eux, vu que là c'était une bonne défense de la part de Philadelphie qui ont vraiment bien joué. Et voilà, c'est comme pour DC avec Assad. Philadelphie, il faut que voilà, Cam commence à prendre un peu les rênes du terrain. Mais pour le moment, ça va, même s'ils n'ont pas réussi à marquer. C'est dommage. C'était pas le match le plus intéressant à regarder. Mais voilà, j'espère que pour Columbus, ça ne signifiera pas un coup d'arrêt parce qu'ils étaient sur une bonne lancée. Oui, et pour Philadelphie, là, Jonathan Tannenwald nous avait avisé que c'était une défense jeune, mais qui pouvait s'imposer au fur et à mesure de la saison. Et là, un jeune comme Jack Elliott, qui a à peine 23 ans, je crois, eh bien, il est partant pour les 2 premiers matchs de la saison, avait fait beaucoup de matchs l'an dernier, donc il commence à s'imposer un peu comme Justin Glad du côté du Real Salt Lake. Rajouter à ça là, les Andrew Blake, les Keegan Roseberry, les Trusty Galley. C'est vraiment une jeune défense et voir qu'ils ont pu résister aux grands Ardez et à Federico Higuaín, là, Pedro Santos également. Là, c'est assez encourageant pour le reste de la saison. Là. Ouais, il y a beaucoup de bons jeunes en MLS. Et d'ailleurs, en parlant de Jonathan Tannenwald, je vous conseille son interview qu'il a fait de Don Garber pendant la semaine, qui était très intéressante, avec notamment Don Garber qui parlait de Columbus et qui disait qu'il avait envie de voir le Crew rester à Columbus, même s'il y avait de fortes chances qu'il bouge. Oui, et on va poursuivre avec certains fans montréalais sont assez rancuniers que la MLS l'appelle le 401 Derby. Ils voudraient l'appeler l'autoroute 20 Derby. Moi, j'ai proposé le BMO Derby. C'est l'Impact de Montréal qui accueillait au Stade olympique le Toronto FC. Alors moi, dans le niveau nom, j'ai vu sur Internet, il y a les gars qui font Extra Time Radio qui
parler du Canadien Classic. Donc, ce serait moitié français, moitié anglais, tu vois, Canadien Classic. Et ça correspondrait à tous les deux. J'espère que ça te va en tant que Québécois. Ça me va, mais je crois que c'est Vancouver là, qui serait Vancouver, de toute fâché. façon, ouais, Vancouver, c'est un peu le rejeté du groupe, hein. Que ce soit avec Toronto et Montréal ou avec Portland et Seattle, c'est un peu toujours celui qui tient la chandelle. Ouais, sinon j'ai un autre nom là, à Vas-y. l'improviste. Je sais pas si tu as pu le voir dans tes cours d'histoire, mais ça pourrait être le haut contre le bas Canada. Euh, Les cours d'histoire québécois sont un peu rouillés. je crois que les Québécois vont comprendre. Le haut contre le bas Canada, oui. Et alors qui a gagné le haut, le bas, du coup? Oui, c'est le bas Canada. Là, c'est Montréal qui s'est imposé grâce au nouveau venu chilien. Nicolas Cougo va être content. Jason Vargas qui a marqué à la 41e minute d'un but assez chanceux, là, mais qui fait plaisir pour les fans montréalais qui attendaient du renfort avec un Rob Fanny qui a très bien joué. Et c'est à venir avec Alejandro Silva et Rudy Camacho. Là, donc, l'Impact là, qui débute enfin sa saison. Là. Ouais, je suis désolé de m'être moqué de Fanny avant qu'il arrive sur Twitter. Il a fait en effet un très bon match et je m'y attendais vraiment pas. Et il a été top, top, top. Et ouais, comme tu disais, Vargas et Piatti devant, c'était très bon aussi. Ils jouaient tous les deux en faux numéro 9 un petit peu. Ils échangeaient tout le temps de position et tout. C'était très, très bon. Du côté de Toronto, Delgado, pas mauvais. Le reste, c'est un peu de mal. Vanderbilt aussi, il est toujours très, très, très lent. Enfin, j'ai temps de réaction. C'est pas en vitesse, mais en temps de réaction. Il met 3 heures à se retourner et tout. Vraiment pas fan de Vanderbilt en ce début de saison. Mais ouais, Delgado, il a fait une très bonne entrée quand il est arrivé. Oui, et pour Toronto, là, ils auraient pu marquer les premiers. Je crois que si Toronto marquait les premiers, ça aurait été une victoire facile pour eux, puisque c'était assez solide. Là. L'impact a quand même été dominé. Mais pour vrai, Toronto, malgré la qualification qu'on va parler un petit peu plus tard face aux Tigresses, là, c'est quand même trois défaites de suite. Ça fait quand même longtemps que ça n'est pas arrivé. Ouais, en plus, dans le dernier match, dans la dernière fête qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas forcément mis tous les titulaires, mais là, ils ont quand même commencé avec Altidore Jovinko devant, Bradley au milieu de terrain. Donc, c'était bon, il n'y avait pas, par exemple, Mavinga, mais c'est quand même, ouais, comme tu dis, une grosse contre-performance pour le champion. Oui, une autre contre-performance, c'est pour son début de saison en général, là, c'est Orlando City SC qui se déplaçait du côté du NYCFC. C'est deux équipes qui ont débuté leur histoire en MLS la même année. Par exemple, c'est le NYCFC qui a dominé les débats 2-0 grâce à un but de Ismaël Tajouri Shradi. Et à la 62e, et Maxime Morales là, qui continue son bon début de saison, je trouve. Mhm. Par exemple, là, du côté d'Orlando, là, c'est 9e. Ils sont pratiquement à la même place qu'ils Ok. avaient fini l'année dernière avec 2 défaites et un nul. Donc, on se ressaisit, là, les Lions. Il faut se Ouais. ressaisir. Ouais, ouais, surtout que les nouvelles recrues, bon, Meram, il arrive bien, mais Kleshtan a clairement du mal. Yotun aussi a fait un match terrible. Ouais, tu parlais de Morales qui est très bon. Medina aussi, excellente révélation du début de saison du côté de New York. David Villa était même pas là en plus. Donc voilà, ils arrivent à taper Orlando sans David Villa. Donc ça montre un peu aussi à quel point Orlando, c'est la crise chez eux. C'est toi qui disais l'année dernière qu'il fallait qu'ils se redressent parce qu'ils étaient en dessous de la barre de qualification au playoff. Mais là, ouais, c'est clair, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ça va pas aller. Ils ont un effectif qui est fait pour les playoffs. C'est Kirsten qui disait après le match, il est fait pour se qualifier tout de suite, pour être bon tout de suite. Donc il faut vraiment avoir des résultats, sinon ça va vraiment pas le faire. Mm. Donc, oui, une entrée en matière assez difficile. Par contre, là, le NYCFC qui continue son bon début de saison, un Mm. 3-3 parfait. Je crois que personne n'aurait pu s'attendre après 3 journées, là, voir le NYCFC être au top de l'Est. C'est clairement l'équipe favorite de la ligue, je pense, depuis le début de saison. Oui, mais cependant, là, une équipe qui est très proche derrière elle, là, Ouais. c'est le Atlanta United FC, qui, elle aussi, a dominé les débats 4-1 face aux Whitecaps de Vancouver, avec un triplé de Joseph Martinez et un contre son camp de Aaron Mond. Par exemple, là, celui qui est depuis très longtemps chez les Whitecaps, Eric Hurtado, qui a réduit le score, mais c'était trop peu trop tard. Même Mhm. Martinez a rajouté un but à la fin. Là, donc,
sortie difficile de Vancouver, mais qu'il ne faut pas trop leur en vouloir, puisque Atlanta United, là, c'est assez solide. Là. C'est quand même 21 tirs tentés. Oui, seulement 4 cadrés, mais 21 tirs tentés, 72% de possession. Là, donc, on avait peur avec leur déroute historique face au Dynamo, là, mais je crois que le Sudam FC s'est redressé. Ouais. Non, mais ouais, ils reviennent en pleine forme. Almiron rate toujours quelques petits trucs, ce qui est un peu étonnant, mais ils reviennent en pleine forme, au contraire de Vancouver, qui en fait, quand Kendall Watson s'est fait expulser, c'est bon, c'était fini le match, c'était déjà plié, et ouais, ils ont complètement pris l'eau. Bonne entrée quand même de Breakshire, je sais que tu le détestes, mais il a fait un plutôt bonne entrée quand il est arrivé sur le match, mais c'était de toute façon trop tard. Mais je le déteste pas. J'aime quand même son rôle avec Vancouver. Là. Il fit mieux avec Vancouver qu'avec Orlando. Là. Mais surtout pour qu'est-ce que Vancouver a payé pour l'avoir. Là. Gilles Burns qui s'est perdu au Mexique. Là. Donc, Ouais. ouais, pour Vancouver, là, faut pas trop s'en vouloir pour cette défaite. Je crois que les hommes de Carl Robinson vont être capables de se redresser pour la semaine prochaine. Là. D'ailleurs, Par je crois exemple, que je oui, crois oui, que Breakshire est joueur désigné en plus à Vancouver, donc c'est marrant qu'il ne commence pas tous les matchs. En 10 ans, mais ouais, non, il fait du bon boulot à Vancouver, mais il n'est pas titulaire souvent. oui, et j'ai bien hâte de voir Atlanta avec Barco. Là, ça risque d'être assez inarrêtable. Je crois que avec le début de saison assez difficile de Toronto, là, je ne serais pas surpris de voir Atlanta finir premier de l'Est. Moi, je vois à New York, CCFC. New York. New York. Ouais. Et si Lionel nous entend, il va être très content. Et même le nouveau compte français du NYCFC, là, petit coup de pub. Là. Ouais, il y a un nouveau compte du NYCFC et un nouveau compte de Minnesota aussi en français, donc n'hésitez pas à les suivre. Oui, et même un nouveau compte récent du Sporting Kansas City qui s'est imposé 3-2 face à San Jose Earthquakes. J'ai pas beaucoup de choses à dire de cette rencontre-là. C'est Sanchez qui a marqué en premier. Après ça, Vaco qui a riposté pour San Jose. Graham Zuzi qui a fait un de ses buts. Incroyable. Incroyable. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau là. Qu'est-ce qu'elle est belle la femme, tout il la sort, je sais pas. Putain. Elle est belle. Ensuite, 12 minutes plus tard, 68e, un titulaire de ma fantasy, Felipe Gutiérrez, qui marque le but du 3-1. Et ensuite, dans les arrêts de jeu, le Chris Ondolowski qui se rapproche du record le plus de buts marqués dans l'histoire de la MLS. Là. Quel joueur qui marque en fin de rencontre, mais il était trop peu trop tard. Et finalement, Kansas City qui remportent leur première rencontre au Children's Mercy Park. Par exemple, là, c'est encore 2 buts d'accordé. Je vais commencer à penser à enlever Ike Opara de ma fantasy parce que Ouais, non, ouais, c'est trop bizarre. Depuis quand la défense de Kansas c'est nul et son attaque est bonne? Genre, il se passe quoi Kansas? C'est quoi le délire? C'est ouf. Ils arrivent à mettre. Enfin, la semaine dernière, ils ont 4 buts ou 3 buts, je ne me souviens plus. Là, ils en mettent 3. Ouais, Zuzi qui met un tir excellent. Guiterres qui est partout sur le terrain. Même Shelton, petit jeune qui est devant aussi. C'est juste dommage de voir que, en fait, c'est un peu bizarre, mais ils ont recruté Guiterres et Johan Croiset, le Français qui joue en Belgique, ils l'ont recruté à peu près pour le même poste, même s'ils ont essayé de faire jouer Croiset en ailier, c'est pas son poste, et à cause de Guiterres qui est très bon, ils n'arrivent pas à le faire jouer. Mais oui, en attaque, que ce soit Shelton, ou Russell, c'était très très bon. Et du côté de San Jose, c'est pas mal, même si même dans la défaite, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Le 4-2-2-2, là, c'est pas du tout MLS, mais j'aime beaucoup. Vaco il est assez intéressant, même s'il ne jouait pas titulaire là. Même Eriksson aussi, très bon début de saison. Et on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont très bons. oui, et pour les fans là, des Earthquakes, ne vous inquiétez pas de cette 8e place. Là. Vous avez eu une bye week la semaine dernière là, et une défaite de 3-2 au Children's Mercy Park avait une allure de victoire l'an dernier, là, je crois. Ouais, c'est vrai, même si bon, cette année, ouais, ils peuvent s'en vouloir un petit peu. Peut-être surtout ouais, le but de Souci. Alors la frappe est superbe, mais vous regarderez le replay, il y a les joueurs, que ce soit Salinas ou je sais plus c'est qui le deuxième qui est dessus, mais il se jette absolument pas. Il laisse, je crois que c'est Godoy, il laisse Souci arriver, il laisse frapper, il laisse cadrer. Donc la défense, ouais, il faudra peut-être revoir ça un peu aussi du côté de San Jose.
Oui, une rencontre qui se passait dans l'État voisin en Utah. C'est le Real Salt Lake qui accueillait les Red Bulls de New York, là. C'est Albert Rusnak qui a marqué le seul but de la rencontre à la 4e minute, ce qui a pu donner les premiers 3 points de la saison au Real Salt Lake, tandis que pour les Red Bulls, là, c'est une première défaite, mais on ne peut pas leur en vouloir là, après leur qualification en CONCACAF Champions League. Là, je crois que il n'y avait pas beaucoup de fans des Red Bulls de New York qui étaient très, très déçus de leur équipe. Ouais, non, les Real Salt Lake gagnent grâce à 2 personnes surtout. Déjà, ils gagnent grâce à... pardon, je me suis trompé. Oui, non, pardon. Le Real Salt Lake gagne grâce à surtout Rivas, qui était très mauvais à l'attaque de New York, qui a raté pas mal de choses. Par contre, de l'autre côté, ouais, Rusnak, très bon. Savarino aussi. Justin Glad aussi assez solide. Il faut dire que New York devait être aussi très fatigué vu les matchs qu'ils ont fait, comme tu l'as dit. Oui, et pour New York, là, c'était quand même un effectif rajeuni. J'allais dire affaibli, mais plus rajeuni. Wright Phillips, qui n'a pas débuté la rencontre, un jeune joueur comme Derek Etienne est rentré en jeu. Je crois même que Vincent Bescourt était titulaire aussi. Oui, mais il a le niveau. C'est un francophone, il a le niveau pour jouer. Ouais, non, c'est comme Valo, il joue beaucoup cette saison et ça fait plaisir de voir que Jesse Marsh laisse jouer les jeunes, donc aussi Tyler Adams, il n'y a pas que des Français ou d'Eric Etienne. Donc ça fait très plaisir de les voir. Par contre, Aurélien Collin qui joue un peu moins en ce début de saison. On va voir. Peut-être, bon, il a joué en Champions League, hein. Il a fait un très bon match, on en parlera un petit peu. Oui, et j'aime comment les Red Bulls se sont orientés. Oui, déjà l'année dernière, il était vers la jeunesse, là, mais là, en échangeant Dax McCarthy, ensuite Sacha Kleshtan, c'est un réel aveu qu'ils aiment leur centre de formation, leurs jeunes. Et surtout, leurs jeunes sont titulaires, parfois. Oui, c'est ça. Un Vincent Bézécourt qui a pratiquement été formé au Red Bulls après son université. Ensuite, je pense à Cal Duncan qui a signé récemment, qui a, je crois, effectué ses premières minutes. Ensuite, Connor Lade, très jeune également. Aaron Long, très jeune également. Adams, très jeune. Étienne, très jeune. Donc... ouais, il y a vraiment de très belles choses. Donc, ensuite, là, c'était fini pour le samedi. La seule rencontre du dimanche, là, c'était... désolé, Antoine, la défaite de 3-0 des Sanders. C'était pas une rencontre. C'était un désastre. Oui, donc c'est un Roland Lamar, là, le Belge qui a très bien fait avec un doublé, et Maxi Urruti qui a également marqué. Donc, un bon début de saison pour Urruti. Et bon début de saison pour Dallas, là, qui a une victoire et un nul. Donc, par exemple, pour les Sanders, c'est... Ouais. Déjà, je savais pas que Lama était belge, d'ailleurs. Merci de petite info. Ouais, c'est un Belge d'origine ivoirienne. D'accord, très intéressant, je ne savais pas du tout. Mais il a super bien joué, en effet. Mauro Diaz aussi. Mauro Diaz était partout pour Dallas, c'était incroyable. Barrios, Diaz, Lama, c'est assez bon comme triplette d'attaque. Au contraire de... Bon, alors les Sanders, je sais que je ressors cette excuse à chaque match et vous l'avez entendu aussi pendant la CONCACAF. Le CONCACAF qui arrive derrière avec le boss de Lucarno Pose et Nicolas, mais ils n'avaient pas encore plein de titulaires. On peut penser à Victor Rodriguez qui n'est pas là, Brune qui n'est pas là, Maurice qui n'est pas là, Lodeiro qui n'était pas là non plus, Alonso qui n'est pas là. Donc voilà, on manque la moitié de l'équipe, mais même avec cette équipe, on aurait dû faire autre chose que 3-0. Mais au cas où vous n'avez pas vu le match, Clint Dempsey se fait expulser, il me semble juste au début ou juste à la fin de la première mi-temps. Il faut que je regarde ça, mais à la fin de la première mi-temps, ouais. Il se fait expulser pour un coup un peu bas sur un genre de UFC Dallas qui le collait un peu trop près. Donc, c'est un mouvement un peu d'énervement que je peux comprendre, mais c'est dommage qu'il plante l'équipe là alors qu'il y avait encore 1-0 pour Dallas, pardon. Donc, c'est très dommage de sa part et ça a plus du tout. Torres aussi était hors de coup. Il est hors de forme depuis le début de la saison. C'est un peu dérangeant. Nuno Tolo, d'habitude excellent, il avait un peu de mal aussi. Il a quasiment offert un début à Dallas.
Et voilà, bon, faut que les titulaires reviennent, faut qu'on achète absolument un numéro 9, parce que déjà Brune, c'était pas ouf, mais alors sans Brune, c'est encore moins ouf. Et voilà, faut qu'on se remette dans le jus. On a des bons joueurs, mais là, la moitié de l'effectif est des blessés, donc quand tu dois mettre Harry Sheep ou Lamar Nigel quasiment titulaire, parce qu'il est entré très tôt, c'est assez dommage. Voilà, Seattle vaut mieux que ça. Ça fait 2 ans qu'on commence super mal et qu'après on arrive en finale, donc je me fais pas trop de doutes. Mais il faut absolument qu'on achète et voilà, faut qu'on se reprenne. Oui, et les problématiques de Seattle, là, je crois que ça va nécessiter là, un podcast à lui seul, là, Ouais. mais est-ce qu'il est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme? Non, bah non, en fait, elle a été un peu tirée quand Maurice s'est blessé juste avant le début de saison. Et puis là, voilà, on a la moitié de l'effectif qui est blessé. On a le seul numéro 9, c'est Will Bruin. S'il se blesse comme là, bah, ou on met DMC numéro 9, mais ça ne marche pas, ou on met Lamar Nigel. Non, clairement, il faut acheter un numéro 9, c'est clair pour moi. Et il faut, je sais pas, je dis pas un joueur désigné, peut-être qu'on peut attendre l'été pour un bon joueur désigné, mais il faut acheter un numéro 9. Et ouais, derrière, Torres aussi, ça va pas. On a eu Kim Ki-hee, un mec qui était pardon, au Shanghai Shenhua, qui est pas si jeune que ça en fait, qui était au Shanghai Shenhua, qui est défenseur central, qui a joué son premier match en remplaçant Torres. Mais on espère qu'il va s'imposer un petit peu pour faire pallier un petit peu au, à la fatigue de Marshall et Torres, pardon, moi aussi je fatigue. Et mais voilà, ouais, l'effectif ça va pas. Et puis il n'y a aucun plan tactique, on sait absolument pas ce qu'ils font. On dirait qu'ils vont chercher une nulle à chaque match et ils attendent un exploit de Wolf et Krame ou de Dempsey, donc ça va pas du tout. Voilà. Oui, mais le point positif là, de cette semaine pour Seattle, c'est que vous avez remporté votre premier derby de la Cascadia Cup avec la victoire en USL des Thunders 2. D'ailleurs, là, si vous avez du problème en milieu de terrain, là, le jeune Inns pourrait vous aider. Là. Il a été nommé dans l'équipe de la semaine, là, donc n'hésitez pas à... C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous, auditeurs, à aller voir les images de la rencontre. C'est assez dingue ce qu'il y a. Vous savez, la rivalité Portland-Seattle est assez chaude. Mais même dans les réserves, il y avait des fumigènes, beaucoup de drapeaux. Donc ça montre que le soccer aux États-Unis, même dans les plus basses divisions, a un gros engouement. Oui, et même là, on va faire une petite parenthèse, mais du côté des Thunders 2, là, ils ont déménagé à Tacoma, ouais. Et donc là, ils ont un vrai terrain. Un vrai stade à eux, ouais, parce que le stade de la réserve était très triste l'année dernière. Et Tacoma, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un peu dans la banlieue, dans l'état de Washington, donc là où il y a Seattle. Donc c'est un petit peu dans la banlieue de Seattle, voilà, c'est un petit peu loin, mais ça leur permet d'avoir de bonnes infrastructures, comme tu le pointes, Anthony. Oui, mais là, on s'écarte un petit peu trop. C'est ça qui conclut les résultats. On s'en va directement en CONCACAF Champions League. On fait un petit voyage au Mexique, également là aux États-Unis. Donc, bonne écoute. I got a bitch that look like Left Eye. Hey, she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her butt like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. I got a bitch that look like Left Eye. Bienvenue dans cette deuxième partie de Culture Soccer. Comme d'habitude, on a un invité avec nous pour parler d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, en plus d'Anthony de Varenne, on est avec Nicolas Rougeau, le rédacteur-chef de Lucarne Opposée. Bonjour Nicolas. Salut Antoine, salut Anthony. Salut Nico. On est très heureux de t'avoir avec nous. On va parler d'un fait historique pour des clubs nord-américains, un fait qui va un peu suivre notre podcast qu'on avait fait la saison dernière sur le début de la CONCACAF avec Greg Chabot qui s'occupe aussi du Costa Rica. C'est les quarts de finale qui sont passés de CONCACAF Champions avec des victoires nord-américaines, c'est-à-dire états-uniennes et canadiennes, ce qui n'était pas arrivé depuis un bout de temps et ce qui n'est pas une chose habituelle en CONCACAF. Donc on va pouvoir parler un peu de tout ça avec toi. Déjà, comment ça va au Mexique? On sait que pour ceux que ça intéresse, le dernier Bola Latina était sur la division mexicaine. Mais est-ce que tu peux juste nous rappeler quelle période peut-être du championnat on est maintenant? Ouais, bah écoute, on
On est en train d'entrer dans le sprint final de la phase régulière. Le point commun, hein, pour ceux qui ne savent pas, entre le Mexique et la MLS, c'est qu'on a une phase régulière et une phase de play-off qu'on appelle la Liguilla au Mexique. Et donc, en gros, à l'issue de 17 journées, on va prendre les 8 meilleurs et puis ils vont s'écharper pour aller chercher le titre à chaque tournoi. Bon, voilà, la différence de la MLS, c'est que ça ne se joue pas sur une saison, mais une demi-saison. Et écoute, voilà, on a passé la 12e journée ce week-end à l'heure où on enregistre ce podcast. Et on a déjà des clubs qui vont tranquillement se diriger vers la Liguilla, d'autres qui vont lutter. C'est un peu du classique ce que je dis. On a les gros qui sont là, hein, Tigres América, on a le Toluca qui est placé aussi, et on a une belle surprise, Santos Laguna. Donc voilà, on est en train d'entrer dans le sprint final de la phase régulière du Clausura. D'accord. Et pour ceux qui s'intéressent, je les redirige vraiment sur le dernier Bola Latina, qui a tout un chapitre sur un peu la Liga MX, qui est très intéressant. On va parler très rapidement des huitièmes de finale. On va en faire sans. Malheureusement, Grégory Chaboch n'est pas là, mais de toute manière, ses représentants n'ont pas fait quoi que ce soit de glorieux. Hein. Ils ne sont plus là non plus. Voilà, exactement. Donc, vite fait, en huitième, Chivas s'est débarrassé de Cibao, le petit pousset dominicain. Les Sounders, après s'être fait peur au match aller face à Santa Tecla, se sont imposés 4-0 au retour pour assurer la qualification. Santa Tecla qui est un club du Salvador. Les New York Red Bulls aussi ont commencé doucement avec un partout contre Olympia et au final ont gagné 2-0 au retour. Tijuana, une victoire à Motagua et puis un match nul un petit peu décevant, j'imagine, contre le club hondurien, un partout, mais ça les qualifie. Tigres aussi, 2 partout à l'aller contre Herediano, donc le club costaricien, dont Grégory nous parlait lors de la dernière saison de Culture Soccer. Et puis 3-1 au match retour, qualifié. Voilà. Toronto, ils ont fait le boulot à l'aller, 2-0, victoire face au Colorado Rapids, qui est le seul club MLS donc, qui s'est fait éliminer pour les huitièmes de finale, malgré un match nul au retour 0-0. Et non, pardon. Il y a un autre club MLS qui s'est fait éliminer. J'avais quand même oublié qu'ils avaient participé, Dallas, qui se sont fait éliminer par le Toro FC, le club panaméen. Ils se sont fait éliminer 1-0, puis malgré la victoire 3-2, ça n'a pas suffi. Et finalement, Club América qui ont écrasé Saprissa à l'aller 5-1, puis un partout au match retour. Nicolas, pas de grosse surprise pour les clubs mexicains lors des huitièmes de finale. Non, un premier tour tranquille. Des clubs mexicains, voilà. Ils avaient fait comme, je pense que ce que tu as dit sur l'América, ça résume un peu ce qu'ont fait les Mexicains. Ils ont fait le boulot tranquillement en huitième. Et Anthony, au niveau MLS, à part Dallas, des surprises ou ça va? Eh bien, non. Pour elle, c'est la grosse surprise, comme tu viens de le dire, là, c'est Dallas. Là, perdre contre Toro, là, tout le monde essaie de l'oublier avec les excellents parcours d'MLS jusqu'à présent, là, mais Dallas ont très mal débuté leur saison. Et ensuite, là, New York s'est bien imposé. Les Sounders également. Toronto, au retour, le tout était quand même bien fait avec un 2-0 à l'aller. Donc, au retour, ils ont pris ça tranquillement. Donc, non, pas de réelle surprise pour les clubs MLS à part Dallas. Ouais, et puis les Sanders. Bon, à l'aller, ils se sont fait un peu peur, mais on a l'habitude avec la MLS. Le fait de jeu qui a été marrant pour la huitième aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez suivi, mais à Dallas, il y a le coach adjoint, je crois, de Toro, qui est rentré dans le camp d'entraînement de Dallas en s'étant habillé en supporter de Dallas, en fait, pour pouvoir rentrer sans problème, en se faisant passer pour un fan. Et il a réussi à étudier les tactiques de Dallas pendant toute la séance d'entraînement, comme ça, sous un bonnet FC Dallas et une écharpe FC Dallas. Voilà pour la petite histoire. Grand classique, ça. Voilà, c'est pour ça qu'on aime la CONCACAF Champions. On va parler des quarts de finale maintenant, en commençant par New York Tijuana, Club Tijuana. Un match, deux matchs qui ont été assez surprenants pour les Mexicains, puisqu'ils se sont fait battre 2 fois contre New York au match aller. Ils sont pas fait dans le détail, 2-0 pour New York, alors qu'il était au Mexique. Le match aller sur un doublé de Bradley Wright Phillips. Et le match retour, a commencé très mal pour New York, avec un but Tijuana de Mendoza. Mais New York sont rentrés très rapidement dans le bon, grâce à une équipe très très jeune d'ailleurs, avec un but de Tyler Adams suivi de Watzkowski et de Gamara, la nouvelle recrue Kaku, il me semble. Donc 5-1 sur les 2 matchs. Victoire sans conteste de New York. Anthony, est-ce que c'était le club que tu voyais le plus gagner, le plus accéder en demi-finale de CONCACAF? Ouais, ben New York,
j'ai quand même été agréablement surpris. C'est sûr que Tijuana, c'est pas un club que je connais très bien, mais, euh, mais je trouve là, les Red Bulls ont très bien fait, surtout à l'aller, là, remporter un match sur le terrain mexicain, c'est très difficile. Ils ont réussi avec un 2-0. Ils se sont fait peur au retour en encaissant les premiers. Mais finalement, là, pour vrai, c'est pas la plus grosse surprise parce qu'on va en parler un petit peu plus tard du Tigres contre Toronto. Mais c'est une excellente surprise pour la MLS parce qu'on le sait que la MLS, avant les Red Bulls, avait seulement remporté deux, deux, euh, deux matchs aller-retour. Le premier, c'était Real Salt Lake contre. J'ai complètement oublié. Et ensuite, Montréal contre Pachuca dans les années 2010. Et à Nicolas, pour Tijuana, est-ce que c'est une grosse déception? Surtout que voilà, New York partait pas favori avant le match aller. Non, très clairement. Bon, après, on va pas minimiser la victoire de New York face à Tijuana, hein. On va juste rappeler que Tijuana va pas forcément très très bien en championnat. Voilà, c'est pas l'équipe qui joue le mieux. Bon, pour l'instant, ils sont 8e, donc par rapport à ce que je disais, ils vont en Ligue A. Ils ont une place ils ont une place en Ligue A. Bon, c'est quand même pas exceptionnel ce que fait Tijuana depuis le début de saison au Mexique, mais quand même, Anthony l'a dit, la victoire de New York, c'est la 3e seulement d'un représentant MLS au Mexique. C'est énorme, hein, la perf, elle est énorme. Alors, on peut revenir sur le match. On peut rappeler que Tijuana a outrageusement dominé ce match. Le fait est que 2-0 au final, c'était clair. Enfin, voilà. Mais bon, et écoute, oui, c'est décevant pour Tijuana. C'est décevant parce que, bah, comme d'habitude, alors je sais pas si je suis pas sûr que Tijuana soit dans ce trip-là. Tu vois, sur les analyses d'après-match, en se disant est-ce qu'ils ont pris New York un peu de haut? Je suis pas sûr, surtout quand tu prends 2-0 chez toi, derrière tu les prends plus de haut. Ouais. Non, c'est juste décevant de la part de Tijuana. Et la part de New York, c'est vraiment l'exploit quand on regarde l'équipe qu'ils ont mis lors du deuxième match, c'est vraiment que des jeunes. Bon, il y avait Bradley Phillips qui a mis 2 passes décisives, mais c'est vraiment une équipe jeune et qui fait vraiment plaisir à voir. Et c'est une de ces surprises de cette CONCACAF et de ce début de saison, à New York. Elles ont perdu Kleshtan, par exemple, pendant la mi-saison. Et ils ont réussi quand même à faire un parcours assez bon en CONCACAF. Et je pense que ça va être c'est celui peut-être qu'on attendait le moins à ce niveau-là en demi-finale. Donc ça va être ceux qui vont être le plus sous-estimés. Mais ils ont beaucoup de Montréal. Hein. Ouais, voilà. Mais ils ont peut-être la possibilité d'arriver en finale, puisque justement les gens ne le prendront pas au même titre que Toronto. Par exemple, on parlera des demi-finales juste après. On va passer sur le deuxième match, mais en parlant donc de Toronto, des Canadiens, qui sont réussis à s'imposer contre Tigres lors du premier match déjà. Un match qui était assez disputé. Toronto qui a marqué grâce à Altidore et Osorio, alors que Tigres a ouvert la marque au début de seconde mi-temps avec Vargas. Et au match retour, 3-2 pour Tigres. C'était un match très 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 ouvert avec beaucoup de suspense. Ont été un peu accrochés à le siège. Vargas une fois, Gignac 2 fois ont marqué pour Tigres, alors que Toronto a marqué grâce à un contre son camp de Rafael Carioca et puis finalement un magnifique coup franc de Jovinko, comme il le fait souvent. Ça, par contre, c'est une grosse surprise du côté du Mexique, non, pour Tigres. C'est surtout un gros coup. Ouais, c'est surtout un gros coup sur la tête parce que on l'avait évoqué hein, dans le podcast où on présentait la compète. L'objectif pour des clubs comme Tigres ou comme l'América, c'est d'aller à la Coupe du Monde des clubs. Et la Conca Champions, c'est 3 tours avant la Coupe du Monde des clubs hein, pour les Mexicains parce que pour eux, il est hors de question de se faire éliminer avant ou alors s'ils croisent un Mexicain. Et Tigres, la possibilité, c'était de se taper l'Américain en demi. Bref. Mais non, c'est un gros coup sur la tête. Ils ont, pareil, un peu à l'image de Tijuana, ils ont quand même outrageusement dominé hein, le match retour face à Toronto. Ouais. Après, il y a des failles. Je veux dire, tu dis magnifique coup franc de Jovinko, Guzman n'a pas le droit de prendre un coup franc pareil. Non, mais il est très beau. Il est quand même très beau. Il est très bien tiré, il n'y a pas de problème. Mais on parle quand même du gardien numéro 2 de la sélection d'Argentine. Hein. Juste pour placer, Nahuel Guzman est numéro 2. Il n'a pas le droit de prendre le coup franc comme ça. Voilà, il va le chercher sans aller vraiment le chercher, en fait. Donc, il y a quand même quelques erreurs. Et je pense qu'ils ont surtout, si on analyse un peu, ils ont surtout perdu à l'aller, Tigres. Ils n'ont pas fait un grand match au match aller face à Toronto. Alors, certains au Mexique, tu vois, il y en a certains qui ont accusé le terrain. Mais bon, le fait est que, normalement, voilà, Tigres,
sur le papier, normalement, était taillé pour aller gagner la Conca Champions. Mais le truc, c'est qu'après, normalement, il se rattrape sur le match retour. C'est souvent ça. Si la MLS fait un petit exploit, c'est au match retour qu'au Mexique que ça a tout pété. Et là, malgré bien Super Gignac, bon, comme tu as dit, ils ont dominé. Non, mais je suis d'accord. Ouais, ils ont dominé, sauf qu'ils ont oublié Giovinco sur le premier but, puisque c'est ça, c'est le premier but, le contre son camp de Rafael Carioca. Ils oublient Giovinco qui est tout seul côté gauche. Voilà, on se demande où est la défense. Et puis Guzman se déchire sur le coup franc. Donc ils ont dominé, mais bon, un affrontement à élimination comme ça se joue sur 2 matchs. La défaite de l'aller finalement aura coûté beaucoup plus cher. Mais c'est pas une surprise. Au Mexique, c'est pas pris comme une surprise, c'est pris comme un vrai coup sur la tête. Ça, c'est clair. Ouais, et au Canada, Anthony, est-ce qu'on en parle beaucoup, même du côté du Québec, de la victoire de Toronto? Oui, en fait, une petite partie du Québec est contre que le Toronto soit passé parce qu'il y a la rivalité contre Montréal, là, mais en globalité, là, les Canadiens, là, en tout cas, moi, pour ma part, là, je suis très content pour Toronto. Comme le dit Nico, là, je crois que le match s'est joué à l'aller puisque les Tigres, je crois qu'ils l'ont mal jugé Toronto, car Gignac n'a même pas débuté la rencontre. Donc, je sais pas si Toronto était sous-estimé de la part des Mexicains, là, mais peut-être que si Gignac aurait débuté la rencontre, ça serait les Tigres qui seraient en demi-finale présentement. Là. Ouais, peut-être. Après, faut dire que du côté de... Par exemple, de Toronto, ils n'ont pas joué Vasquez directement. Il est rentré en cours de match. Et pour moi, ça montre vraiment comment la MLS grandit petit à petit. Le joueur le plus mauvais sur les 2 matchs, j'ai trouvé que c'était Vanderville, et ça montre un peu le tout, quoi. C'est-à-dire que même s'il n'a pas été super bon en Europe, ça montre la puissance des clubs canadiens et états-uniens. C'est-à-dire que voilà, un gars comme Vanderville, qui a pourtant joué Coupe du Monde et tout, était le plus mauvais joueur sur le terrain, même si c'est ses débuts. Ça montre l'évolution de la MLS, et voilà, la MLS maintenant arrive à battre Tigres, arrive à battre le club mexicain avec l'América, qui est vraiment qui était fait, comme tu dis Nico, pour gagner la CONCACAF. Ou même là, quand on va au retour que Morrow se blesse en début de match, on avait écrit sur le compte de Culture Soccer que c'était le début d'une soirée cauchemardesque, mais finalement là, le remplaçant Oro a très bien fait avec plusieurs interventions décisives dans la rencontre. Ouais. C'est l'effet Hello, ça. Tu proposes un truc, il se passe l'inverse. Ouais, parce qu'on va pas se mentir, on n'avait pas parié, quand on avait commencé à faire les pronostics là, de CONCACAF, on n'avait peut-être pas parié déjà que Dallas se ferait éliminer, ensuite que Tigres perdrait, pareil pour Tijuana. Mais bon, voilà, on fera les pronostics après. Après, on l'attendait, on l'attendait, ce Tigres-Toronto. Ouais. On se disait que ça allait être un vrai super match. Bon, on n'imaginait pas que ça allait finir en boucherie totale de la part de Tigres, qui allait outrageusement dominer Toronto. Il ne faut quand même pas minimiser ce qu'est Toronto et le parcours de Toronto, rien qu'en MLS. C'est quand même une sacrée équipe. Mais et justement, je ne sais pas si les Mexicains ont sous-estimé Toronto, parce que tu sais, c'est pareil, c'est difficile de se baser sur les déclarations d'avant-match. À chaque fois, c'est oui, on va jouer une bonne équipe, blablabla, donc tu t'avances à rien en fait. Ouais. Mais c'est une vraie grosse perf que fait Toronto, ça c'est clair. Ouais, mais j'ai une dernière question. Au match aller, est-ce que Gignac était blessé avant la rencontre ou c'est vraiment le choix du coach de ne pas le faire débuter? Il y a souvent une rotation à 3 cette année, ces derniers temps, entre Valencia, Vargas et Gignac. Donc voilà, après, tu vois quand même aussi le niveau de la rotation. On est en train de parler d'une rotation entre Valencia, Vargas et Gignac. Voilà quoi. C'est pas la rotation de certains clubs de MLS. Hein. Non, mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Gignac n'a pas débuté, mais c'est pas un U20 qui démarrait dans le football qui était à sa place, quoi, tu vois. Non, donc, ils ont quand même envoyé une grosse équipe, Tigres, que ce soit à l'aller ou au retour, ils ont leur grosse équipe. Donc, ils l'ont pas pris à la légère du point de vue de la composition, ce match-là. Donc, qu'il y ait une rotation entre les gars de devant, c'est normal, l'accumulation des matchs, bon, voilà. Et puis, comme disait Antoine tout à l'heure, les Mexicains vivent aussi dans le trip de se dire, bon, on assure à l'aller, et de toute façon, au retour, on va les déchirer. Ouais. Donc, bon, si tu regardes les statistiques, je sais pas, Toronto, ils ont 2 tirs cadrés, je crois, au match retour. Voilà. Mais bon, voilà, c'est ça, il faut être efficace. Je crois, j'ai vu la stat, mais je crois qu'il y a plus de 25 tirs du côté de Tigres contre 3 en tout pour Toronto, pardon. Le fait est que voilà, ça fait trop.
comme ils avaient gagné à l'aller, je pense que leur stratégie, c'était pas non plus d'aller essayer de tirer 20 fois sur la cage. De tirer. Tu n'essayes pas de te jeter à l'abordage quand tu joues au Volcan, hein, ça c'est clair. Voilà, exactement. D'accord, essayez. L'autre club mexicain qui était programmé pour gagner cette CONCACAF est toujours en lice. Par contre, c'est Club América qui s'est très 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 facilement défait du Toro, le club panaméen, avec une victoire de 7-1 sur les 2 matchs. 4-0 à l'aller, grâce à Corona, Martin Dominguez et Ibargüen, j'espère que je dis ça bien. Et au retour, au Panama, malgré un but de Sanchez pour Toro, Club América s'est facilement repris. De toute façon, oui, non, il gagnait 3-0, puis Toro s'est repris. Club América qui avait marqué grâce à Martin 2 fois et Diaz en fin de match. Nicolas, j'imagine que c'était juste... América y allait en sachant qu'ils allaient gagner. Ouais, il y avait... Je pense que c'est le match où il y a le moins d'analyse à faire, très honnêtement. Pour l'instant, América n'a pas eu à forcer. Ils ont massacré Saprissa le tour précédent. Ils ont massacré Tauro. Là, il y avait pas photo à l'aller comme au retour. Ils n'ont pas eu véritablement besoin d'accélérer. C'est là où ça va être intéressant parce que face à Toronto, ils vont avoir besoin d'accélérer. Donc je pense que c'est l'effet surprise éventuellement. Hein, je mets vraiment de gros guillemets qui aurait pu coûter cher à Tigres face à Toronto, parce que j'ai du mal à croire que Tigres ne savait pas à qui il avait affaire. Il n'existera plus cet effet-là en demi-finale pour América. Donc voilà. Ouais, ils sont prévenus. Après, voilà, pour l'instant, franchement, América, ils sont tranquilles. Hein, ils gèrent un début d'année 2018 hyper serein. Ils ont une grosse équipe, ça joue plutôt pas mal. Voilà, on va attendre avant de tirer des conclusions parce que franchement, pour l'instant, les adversaires qu'ils ont eus, c'était easy, quoi. Ouais, c'était très simple. On va passer alors directement sur le dernier match. Comme ça, on rentrera dans la partie qui m'a énervé le plus de ces premiers tours, de ce quart de finale de CONCACAF. C'est les Sounders qui, malgré une victoire 1-0 grâce à Clint Dempsey contre Chivas, au retour au Mexique, on fait ce que font toutes les équipes de MLS normalement, c'est-à-dire ils se font latter au retour quand ils ne sont pas chez eux. 3-0 par Valera, c'est un score totalement mérité, hein, on va pas se mentir, avec Alanis, Lopez et Godinez qui ont réussi à marquer 3 buts. Le but de Lopez d'ailleurs est très beau avec une petit lob sur Frey. Et donc Seattle qui est le seul club de MLS qui n'a pas réussi à passer en demi-finale. C'est marrant parce que normalement dire ça c'est quelque chose de normal, mais là c'est un petit peu c'est le vilain petit canard par rapport à Toronto et New York, celui qui n'a pas réussi à battre le Mexicain. Anthony, je ne sais pas ce que tu en as pensé de la performance des Sounders. Bien, je crois que nous qui aiment la MLS, on est rendu quand même difficile. On est là, oh non, il y a un concurrent de la MLS qui s'est fait sortir, mais à l'entame de ces matchs aller-retour, là, je crois que si on aurait dit que les Sounders allaient être éliminés, on n'aurait pas eu l'air fou. Donc, c'est une sortie logique, je crois, même si les Chivas, là, c'est une saison assez difficile au Mexique. Là, mais cette compétition-là leur tient quand même à cœur parce que je crois que c'est comment je pourrais dire ça? C'est leur seule porte de sortie pour avoir une saison réussie. Là, donc, non, c'est une sortie logique malgré le 1-0 à l'aller. Là. Ouais, pour Nicolas, pour toi, le match aller, c'était un peu une erreur de la part de Chivas qu'il fallait rectifier tout de suite. Je ne sais pas si on peut parler d'erreur de la part de Chivas. Il me semble de mémoire que pour le coup, quand on avait présenté la compète, on avait parlé de ce côté-là du tableau en disant que les Mexicains étaient peut-être pas les plus performants du moment et qu'il y avait une vraie chance pour le coup pour les clubs états-uniens. Et je pense que Seattle c'est facile à dire, hein, une fois qu'ils ont pris 3-0 au retour, voilà. Ils ont quand même vraiment raté le coche à l'aller. J'ai souvenir de quelques situations assez chaudes où ils auraient peut-être pu justement avoir une plus grande marge. Très honnêtement, Chivas, c'est prenable. Hein, c'était prenable. Enfin, sur le papier, c'était prenable. Je vais juste donner un chiffre. Je parlais tout à l'heure, je disais qu'on en est à la 12e journée en championnat. Chivas, ils n'ont gagné que 2 matchs sur les 12. Donc, ça donne, voilà, c'est pas un grand Chivas. Hein. Ça reste, voilà. On l'avait dit dans la présentation, ils ont toujours des très bons joueurs, etc., etc. Et comme tu l'as dit, ils en sont rendus maintenant à ne jouer que ça. Ils vont probablement pas jouer la Ligue 1. Alors maintenant, maintenant que j'ai dit ça, je sais qu'ils vont la jouer. Parce qu'ils sont à 5 points, mine de rien. Ils ont gagné que 2 matchs, mais ils sont qu'à 5 points d'une qualif en Ligue 1. Mais
Voilà, c'est pas un grand Chivas, c'est pas un monstre actuellement. Même le tournoi précédent, c'était pas top non plus. C'est très enfin, je suis pas sûr que ça soit faire la fine bouche de dire que c'est très décevant pour Seattle de se faire sortir de la sorte. C'est vraiment, il y avait un coup à jouer. Pour Seattle, le problème, c'est comme tu l'as dit, à l'aller déjà, ils avaient plein d'occasions, mais Will Brune, le numéro 9, a vraiment eu du mal il a du mal à les mettre dans les buts, ces occasions depuis le début de la saison. Et on va pas se mentir, même si c'est. Voilà. En fait, c'est vu comme une contre-performance à Seattle, mais on n'avait pas. Enfin, attention, la liste arrive. On n'avait pas Lodeiro, Lerdam, Rodriguez, Alonso, Buana, Morris, Chad Marshall et Will Brune qui se blessent en début de match. Ça n'a pas aidé non plus. Mais de toute façon, je pense que même avec tout ça, on serait quand même fait battre parce que voilà, Seattle il venait avec aucun plan de jeu. C'était vraiment. On garde le but derrière, on essaie de voir ce que fait Chivas et puis peut-être avec une contre-attaque ou un petit exploit de Dempsey, on va pouvoir réussir à passer. Mais c'est très frustrant de voir Seattle se faire battre, comme tu dis, parce que c'est l'équipe mexicaine qui était la plus faible, en tout cas sur le papier. Et En tout cas, celle voilà, qui avait la moins l'élimination bonne était dynamique. complète. Ouais, ok. Ouais, en tout cas, c'est celle qui avait vraiment la moins bonne dynamique, quoi. Parce que pour te donner une idée, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de fois cette année Chivas mettre plus de 3 buts, enfin 3 buts ou plus. C'est en 2018, ça avait dû. Enfin bon, je mets de côté le match face à Cibao parce que bon, hein, je veux pas être méchant envers Cibao, mais quand même. Mais en championnat, ça a dû arriver. Je suis même pas sûr. Faudrait regarder les stats, mais si c'est arrivé, ça a dû arriver une fois, tu vois. Donc, non, mais après, voilà, c'est marrant. Seattle, on fait vraiment fait ce que les clubs MLS normalement font. Ils attendent qu'il y ait un exploit d'un mec en particulier. Voilà, ils espéraient que Dempsey fasse comme elle allait. Mais ils n'avaient aucun collectif, peut-être trop blessés aussi, mais c'était très mauvais. Et Anthony, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu dans leur. Enfin, c'est un peu ce qu'ils font cette saison. De toute façon, ils ont une équipe voilà, il manque un 9 et clairement, ils ont du mal en attaque et la défense ne suffit plus. Ouais, non, j'ai l'impression là, que Seattle, là, cette année, ça va être une année assez difficile pour tes Sanders, Antoine. Ouais, c'est sûr que voilà, on fait l'année sans un bon numéro 9, ça va être très compliqué. Et quand on voit que Lamar Nigel a joué tout le match en numéro 9 contre Chivas, voilà, c'était compliqué de toute manière. On va passer vite fait maintenant. On va commencer un peu à parler donc les performances des clubs MLS, malgré Seattle. Remettre un petit peu de bonne humeur dedans. Nicolas, est-ce que cette fois, c'est la première fois que cette année, voilà, les Mexicains se disent bon, on ne peut pas envoyer notre équipe U20 comme ils l'ont fait dans le passé, il faut qu'on la joue sérieusement, et c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus la prendre à la légère, et ils sont obligés un peu, je dirais pas de sacrifier le championnat, mais ils sont obligés de devoir investir leur titulaire et de mettre des vraies forces pour la gagner. On l'avait dit à la présentation, hein, le format fait que il va falloir être prêt direct. Il va pas falloir s'amuser à faire trop les malins. Certains pouvaient, entre guillemets, sur le tour précédent, je pense à Chivas face à Cibao, ou même l'América, et encore l'América a fait un petit peu tourner quand même, mais pas trop. Les autres, ils n'avaient pas le choix, il fallait y aller, quoi, hein, parce que sinon, c'était mauvaise surprise. Donc, on va voir sur la durée. Déjà, on va voir si la CONCACAF est capable de garder ce format plusieurs années. On ne sait jamais avec eux. Mais en tout cas, au final, sur le papier, ça donne des choses assez intéressantes avec des Mexicains qui mettent des vraies équipes. Et on s'aperçoit que voilà, il y a de la concurrence, il y a une vraie concurrence sur des matchs à élimination directe. C'est assez rigolo de dire ça, hein, ça fait un peu vieux combattant, mais il y a beaucoup de gens qui réclameraient ça au niveau européen, par exemple pour la Ligue des Champions, parce qu'on sait que sur des formules un petit peu plus longues, un petit peu plus marathon, bah, tu favoriserais des Mexicains avec leurs gros effectifs. Là, c'est plus trop le cas. Je ne vais pas dire que tu favorises les surprises, mais disons que tu rééquilibres un petit peu les choses, et c'est ce qu'on voit là. Ouais, après ça aide beaucoup les clubs mexicains et américains, mais après je suis pas sûr que pour les clubs costariciens ou honduriens, c'est une bonne chose cette nouvelle formule. Bah, disons qu'ils peuvent espérer un exploit. Ils peuvent espérer un exploit, pas aller jusqu'au bout, ça c'est clair. De toute façon, ils sont pas dupes. Tu as vu l'interview de Greg sur le site du président de Saprissa. Ils sont pas dupes, les mecs. Ils y croient. Mais bon, voilà, on n'est plus il y a 10-15 ans. Comment dirais-je, les conditions économiques, les réalités économiques actuelles font que MLS et Mexique voilà, ont 20 ans d'avance sur les autres, et les autres les rattraperont pas. C'est pas possible. Ouais, non, c'est clair. Et j'imagine que dans les médias mexicains, on a vu la couverture qui avait fait. Alors, je me souviens plus du journal, mais une couverture qui était faite sur Dempsey en disant que c'était insulting et unacceptable. La victoire, les 3 premières victoires des clubs américains. Est-ce que les médias mexicains s'intéressent plus que d'habitude à cette CONCACAF?
Après, il s'y intéresse souvent justement quand on est dans le Mm. sprint final. En fait, là, la CONCACAF, pardon, cette année, elle a démarré direct avec le sprint final, hein, pour dire les Ouais. choses. On n'a pas eu de phase de groupe inutile. On a démarré directement sérieux. Donc, il s'y intéresse toujours un peu parce que c'est ce que je te disais pour Tigres tout à l'heure et c'est ce qu'on avait dit. Euh, les Mexicains ne raisonnent qu'en une chose, c'est il y a la Coupe du Monde des clubs au bout. Donc forcément, elle a un intérêt. Et elle a encore plus d'intérêt quand tes équipes se font démonter par des équipes de MLS, où là, ça pique vraiment. Et oui, bah, tu l'as dit, hein, la une, c'est record, hein, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Et voilà, ils ont ça a été vécu, enfin la une dit tout, ça a été vraiment vécu comme une humiliation. Et quand Chivas et América se sont qualifiés, ils se sont qualifiés après l'élimination des deux autres, si j'ai bonne mémoire. Et c'était vraiment, entre guillemets, ça y est, ouf, ils nous ont sauvés, quoi. Et je sais que Tigres s'est fait pas mal chambrer dans la presse, notamment après la qualif des Chivas, en gros en disant, bah, vous voyez, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc, Et Anthony, tu trouves qu'aux États-Unis aussi, on en parle plus de la CONCACAF cette année? En tout cas, bon, c'est aussi parce que les clubs américains marchent pour une fois, mais c'est une compétition qui attrait de plus en plus. Ben, c'est sûr que moi, dans le passé, j'en entendais seulement parler avec l'Impact de Montréal, puisque je suis au Québec. Là, j'ai été présent à la finale face à l'América. Mais vraiment, c'est une des premières années là, que les, les personnes regardent les autres clubs, vu que c'est des clubs gagnants en CONCACAF Champions League, là, mais comme des performances comme Toronto et New York attisent, oui, l'intérêt là, partout en MLS. Là, plusieurs podcasts en parlent également. Là, donc, on sent que l'année prochaine, là, la compétition va être peut-être prise plus au sérieux pour les clubs américains, mais surtout par les supporters. Ouais, et puis voilà, enfin, en tout cas, on voit que, comme tu as dit, ouais, les supporters, et c'est aussi parce que, voilà, pour une fois, on gagne. Je pense que normalement, on n'en parle pas parce qu'il n'y a plus de club MLS au bout d'un tour ou deux, quoi. Alors que là, vraiment, ouais, même la MLS fait en sorte que dans le calendrier, voilà, il y a des week-ends où Toronto ne jouait pas. Bon, c'est aussi parce qu'on a un nombre impair d'équipes en MLS, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Il faut que les clubs sautent chaque journée. Il y en a qui jouent pas. Mais voilà, il y en a qui, New York, Toronto, Seattle, il y avait des journées où ils ne jouaient pas avant le match retour ou aller. Donc la Ligue essaye en fait de faire gagner aussi les clubs MLS, sont vraiment tous derrière et comprennent que c'est important. Et au Mexique, j'imagine aussi, vous jouiez un peu avant la Libertadores. La CONCACAF Champions, maintenant, va remettre un petit peu d'intérêt au Mexique, parce qu'avant, enfin voilà, dans le continent nord-américain, c'était la domination complète. Donc ils étaient obligés de jouer avec les Sud-Américains. Là, c'est bon, ça change un peu les choses. Bah écoute, on va voir. Faut voir sur la durée. Je t'avoue qu'au Mexique, on aura peut-être enfin, je pense qu'on en reparlera un peu après. La seule chose qui leur importe maintenant, c'est d'avoir un Classico Chivas América en finale. C'est la seule chose qui les intéresse. Ils attendent que ça. C'est très compliqué la relation avec la Conca Champions d'un côté et la Copa Libertadores de l'autre. Pour dire les choses très clairement, si tu demandes aux dirigeants, financièrement parlant, ils vont préférer la Conca Champions. Si tu parles avec les supporters, donc ceux qui vivent les matchs, ils vont préférer la Libertadores, très clairement. Parce que tu vas te frotter à des Brésiliens, à des Argentins. Il faut dire les choses, hein, à des équipes qui font beaucoup plus rêver les gens au Mexique que de se taper un Dallas, un New York. Voilà. Non, mais Ouais. ça viendra avec le temps, je pense, et aussi avec les performances. Mais tu vois, il faut que ça grandisse. Parce que la rivalité Mexique-États-Unis, OK, au niveau des sélections, elle existe. Là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème. Elle y est. Voilà, je pense qu'on la voit des deux côtés. Les rivalités entre clubs, ça va se construire vraiment sur la durée. Et ça voudrait dire qu'il faudrait aussi que souvent, on ait. Ce soit les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est malheureux à dire, mais il faudrait qu'il y ait de vraies rivalités sportives entre des clubs qui se créent. Voilà. Par contre, voilà, quand tu joues dans le Sud, tu joues les équipes du Sud, il y a un côté imaginaire qui se joue. Tu vois, quand tu reçois River Plate, quand tu reçois, je sais pas, quand tu reçois Sao Paulo, Ouais. c'est pas pareil. C'est triste à dire, hein, mais bon, c'est parce qu'il y a aussi une histoire derrière. Quand tu reçois Santos, c'est pas pareil. Ouais, c'est problématique en fait, ouais, parce qu'aussi les équipes MLS, on sait que la MLS c'est une ligue très ouverte au niveau résultat, donc elles vont sûrement changer beaucoup, ce qui va avoir peut-être des problèmes. Enfin, c'est dur de créer une rivalité quand une année est à New York, une année est à Atlanta. Bon, même si la MLS commence à avoir des clubs qui s'imposent de plus en plus et des clubs qui sont largués, mais voilà, c'est assez compliqué.
créer des rivalités. Ouais, On va ouais, passer. c'est assez Pardon. dur sur cet aspect-là. J'ai juste une petite question pour vous, Ouais. les deux Américains. Je vous disais tout à l'heure que les Mexicains, ils voient la Conca Champions comme une vitrine. En fait, dans le sens, ça t'ouvre la Coupe du Monde des clubs. Et pour un Mhm. Mexicain, la Coupe du Monde des clubs, voilà, ça a une vraie valeur. Est-ce que la MLS, pour l'instant, ou est-ce que du point de vue des supporters ou des clubs, il y a une vision justement de cet accès à la vitrine mondiale qu'est la Coupe du Monde des clubs, qui est importante sur tous les autres continents. Je ne sais pas si par rapport au club MLS, ça compte vraiment. C'est une perspective en fait. Eh Alors, bien, ce que je j'ai pense que. entendu. Ah, vas-y. Ah ouais, j'allais dire, je pense que pour les clubs MLS, là, c'est vraiment pouvoir mettre son empreinte sur le continent avant de le mettre sur le monde, là. Donc, c'est vraiment prouver à nos homologues mexicains là, qu'on est capable, nous aussi, d'être dominants sur le continent avant de pouvoir affronter des FC Barcelone et tout, là. Mais c'est sûr que c'est un objectif, mais avant tout, là, c'est pour pouvoir être plus fort que les Mexicains. Ouais, le club, que ce soit le propriétaire de Seattle ou celui de Toronto pendant l'intersaison, je me souviens qu'il disait voilà, notre objectif au mercato, c'est de rajouter de la profondeur dans le banc parce que notre objectif, c'est vraiment de performer en CONCACAF Champions. Notre objectif, c'est de montrer aux Mexicains que voilà, la MLS, elle existe. J'ai jamais entendu parler de la Coupe du Monde des clubs parce qu'aussi, ils sont jamais allés, donc c'est pas quelque chose qu'ils peuvent expérimenter. Mais pour eux, l'objectif, c'est vraiment oui, voilà, on va essayer de montrer aux Mexicains qu'on est encore là et on va essayer de gagner ces CONCACAF qui nous échappent depuis les nouveaux formats. Depuis Los Angeles, je crois qu'il a gagné, c'était il y a plus de 15 ans, il me semble. Donc voilà. Mais on va parler ouais, vite fait des raisons pour lesquelles les clubs MLS sont un peu meilleurs. Anthony, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, pour moi, les deux choses qui font que Toronto et New York sont imposés, c'est la TAM et la formation. Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. Là, la formation, quand on voit que du côté, par exemple, des Red Bulls, là, c'était des joueurs de formation ou tirés de la réserve, là. Et même chose du côté de Toronto quand on pense à des joueurs comme Jonathan Osorio ou même Marquis Delgado, là. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et voilà, après, je parlais de la TAM aussi parce que pour ceux qui ne connaissent pas, la TAM met un peu plus d'argent que la Ligue reverse au club. Et en fait, c'est pas pour les joueurs désignés, c'est pour essayer d'avoir d'autres meilleurs joueurs. Et c'est là où ça fait toute la différence parce qu'avant, voilà, un club comme Montréal, quand ils y allaient, ils comptaient sur Drogba, par exemple, qui était leur joueur désigné, ou Piatti. Maintenant, on a vu avec Toronto, ils n'ont pas que deux bons joueurs. Ils ont Altidore et Jovinko, mais ils ont aussi Bradley, ils ont aussi Vasquez, ils ont aussi Accepté, ils ont aussi, voilà, ils ont acheté Craig Vanderbilt aussi avec la TAM. Donc c'est quelque chose qui permet au club MLS de faire la compétition au club mexicain parce qu'ils n'ont pas que deux ou trois bons joueurs. Ils vont essayer d'avoir un 11 partants qui est aussi bon que ceux des clubs mexicains et ça, à mon avis, ça va faire toute la différence par rapport ouais, au club mexicain qui. Enfin voilà, on a vu Seattle, dès qu'ils avaient des blessés, ils étaient incapables de jouer foot. Je suis sûr qu'au Mexique. Il me semble que Chivas a joué sans leur numéro 9, non, Nicolas? Ouais, il me semble que Pulido n'était pas là, ouais. Ouais, donc voilà, ils avaient quand même assez de réserves pour mettre 3 buts à Seattle. Donc voilà, c'est voilà, ce fonds d'allocation de monnaie qui est donné et vraiment ce qui va faire la différence pour les clubs MLS dans le futur pour faire une réelle compétition au club mexicain. Voilà, on va passer très rapidement ensuite sur les demi-finales et nos prédictions. Messieurs, c'est pas la spécialité de Lucarne opposé, mais entre New York Chivas d'un côté, América Toronto de l'autre, quelle finale voyez-vous et quel enjeu pour ces deux matchs? Anthony, je te donne la parole en premier. Parfait. Ben, moi, j'aimerais vraiment savoir une finale Toronto contre New York. Donc, je vais dire que l'América et Chivas vont passer. Non, pour vrai, je crois que les Red Bulls, là, ils ont moyen de passer contre les Chivas, là, au vu de la saison des Chivas. Mais j'ai très hâte de voir l'affrontement Toronto-América, là. Mais si Toronto est capable de venir à bout des Tigres, pourquoi pas l'América? Et toi, Nicolas, j'imagine qu'au Mexique, América Toronto, c'est un peu nul par rapport à Chivas América. C'est-à-dire pour eux, c'est pas. Voilà, pour bah, nous, Américains, c'est un peu la finale parce que c'est le grand Mexicain contre le gros MLS. Mais au Mexique, non, ils attendent qu'une chose, c'est Chivas América. Ils veulent juste le Classico national en finale. Voilà. Mm. Pour dire clairement, il y a même à l'échelle locale, à l'échelle du championnat, il y a eu très peu de finales América Chivas. Donc imagine à l'échelle continentale avec l'enjeu d'aller jouer la Coupe du Monde des clubs. On en reparlera si ça arrive mais América Chivas, c'est un match vraiment particulier. Mais il va falloir passer Toronto et
Bon, juste pour une précision, ça marche pas l'effet inverse, Anthony. C'est-à-dire que si tu veux un Ah, Toronto-New York et que tu pronostiques America Chivas, tu auras America Chivas. Hein. Bon, je suis désolé. Mais non, mais ça va être, c'est vraiment un match très intéressant. Le America-Toronto, je me risquerai pas trop à parier dessus. J'ai quand même l'impression qu'America, normalement, est un cran au-dessus parce que franchement, et puis il y a le côté comment dirais-je, le côté ADN, le côté, on parle d'une équipe qui a gagné 7 fois la Conca Champions américain. Hein. On ne parle pas d'une équipe qui fait des petits parcours de temps à autre, machin. On parle vraiment d'un monstre et qui a l'habitude de gérer ce genre de match-là. On a parlé de la contre-performance de Tigres. Tigres, à l'échelle continentale, je suis désolé de le dire, mais voilà quoi. C'est pas l'América. C'est peut-être plus ouvert du côté de Chivas New York. Je ne sais pas dans quel état sera Chivas. Le danger pour New York, c'est que Chivas ne va jouer pratiquement que ça. Hein. Donc, Parce que moi, j'allais dire, ouais, je pensais, c'est un des. Enfin, je pense une finale New York-América, parce que les Red Bulls font un super bon début de saison en se basant avec des jeunes qui sont impossibles, enfin très durs pour les adversaires de voir comment ils vont jouer, parce qu'ils jouent avec des joueurs qui ne jouaient pas la MLS l'année dernière, quasiment pas. Ils font que des bonnes surprises. Et comme tu l'as dit, Chivas, ils ont du mal apparemment cette saison. Alors même s'ils jouent que ça, je pense que voilà, la victoire contre Seattle, c'est aussi parce que Seattle était très mauvais. Et voilà, je vois bien les petites surprises de New York, surtout au match aller. Et America, ouais, Toronto, je sais pas, ils ont une mauvais début de saison. Le dernier match face à Tigres, il était vraiment pas bon. Ils ont perdu contre Montréal ce week-end, donc ça va être assez compliqué. Je sais pas si tu as regardé le match, Anthony, face à Montréal, mais Toronto, ils ont un peu du mal en ce moment. ouais, ben Toronto, c'est sur ces 3 derniers matchs, c'est trois défaites là, contre Columbus, ensuite Tigres et là Montréal. Là. Donc, ça devait faire assez longtemps qu'ils avaient encaissé 3 défaites de suite. Ouais, ok. Ouais, c'est assez chaud pour eux et contre América, ça va être encore compliqué. Donc, il y a un club américain à Chivas pour Nicolas, pour Anthony, un Red Bull Toronto. On espère. je ne serais pas surpris par un America New York, hein, très franchement. Ouais, Ouais, bah, ça ferait plaisir. Mais par contre, je pense qu'en finale, América New York, je donne pas cher des Red Bulls parce que là, ça va faire mal. Ça risque non, d'être pour dur. vrai, un New York-América, là, je crois que c'est plus que probable. Ouais, mais après, tu vas voir Toronto Chivas. C'est ça, c'est parti pour Toronto Chivas. Ça va être un très beau match de toute manière. À mon avis, voilà, c'est bien d'avoir la CONCACAF qui fait plaisir avec des beaux matchs, avec des MLS qui gagnent, avec des Mexicains qui la jouent sérieusement, et qui gagnent comme d'habitude, hein, mais voilà. Ils jouent plus avec leur U20 et la MLS, il va à fond. Dans notre cas, c'est très beau. Un dernier petit mot, on va parler très rapidement vu que le Mexicain de Lucarno Posé, enfin un des deux Mexicains de Lucarno Posé est ici, même si Nicolas, tu es Mexicain, Argentin, un peu tous ce qu'il faut. On va parler de la Campaños Cup très rapidement. La Liga MX et la MLS sont mis ensemble pour faire une coupe spécialisée entre le gagnant de la MLS et le gagnant de la Liga MX, qui s'appellerait donc la Champions Cup ou la Liga Campeones, et qui sera peut-être un moyen aussi de créer cette rivalité qui manque entre les deux pays, entre les clubs des deux pays. Est-ce que vous pensez que ça va être une compétition qui sera un peu jouée sérieusement, par exemple au Mexique, Nicolas? Ça va dépendre de quand elle va tomber. J'ai pas en mémoire s'ils ont donné les dates. C'est tout de suite. Ouais, non, mais voilà, ça va dépendre de quand elle va tomber dans le calendrier. Mais je suis d'accord, ça peut être une bonne idée dans le but de pérenniser une rivalité sportive entre les clubs. Faudra voir. Pareil, faudra voir sur la durée. Je ne sais pas comment les Mexicains vont l'aborder dès le départ. Après, très franchement, l'effet de ce qui s'est passé là sur cette Conca Champions avec les Américains qui commencent à taper des Mexicains, quand tu touches un peu à l'orgueil mexicain, voilà. Hein, donc ça peut continuer de planter une bonne graine de rivalité sportive au niveau des clubs. Jouera le 19 septembre à Toronto cette année. Donc c'est-à-dire pour au niveau MLS, c'est à peu près avant la course au playoff ou alors pendant la course au playoff. Ouais. Ouais, plus ou moins. Et au Mexique, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Au Mexique, ça doit tomber, tu m'as dit 19 septembre. Septembre, tu dois être fou, tu dois avoir démarré la saison depuis à peu près un mois, donc tu dois être aux alentours. Ouais, tu dois être presque à mi-championnat. Ah bah ça va être. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Les Mexicains ont les moyens, ont de quoi envoyer une vraie équipe. Mais par contre, si les Américains sont en playoff, ouais, ça va être bon, on va voir, à mon avis, ils la joueront sérieusement. J'imagine que tu auras
la Ligue fera en sorte que décaler un peu les playoffs d'une semaine ou quelque chose comme ça. Mais quelque chose d'intéressant aussi, ils sont en train de se demander s'ils ne voudraient pas faire un MLS All-Star contre Liga MX All-Star et aussi une sorte d'une équipe moins de 20 ans Liga MX contre une moins de 20 ans MLS. Donc voilà, ils sont en train de chercher plus d'idées comme ça qui pourraient faire unir les deux pays et surtout les deux championnats un peu plus que dans la CONCACAF. Voilà, si mesdames et messieurs, vous n'avez plus rien à dire, enfin surtout messieurs, il y a beaucoup de madame à Hello. Je ne sais pas qui est madame, mais. À Hello, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, malheureusement, mais c'est ouvert, hein, c'est quand elles veulent. Hein. Ouais. Bah, d'ailleurs, ouais. Candidatures sont ouvertes, chacun peut passer. Exactement. Eh bien, sur ce, si vous n'avez plus rien à dire, je crois que c'est la fin de cette entrevue. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu et d'avoir parlé un peu des clubs mexicains avec nous. Merci à vous, les gars. On souhaite bonne chance à l'América et à Chivas. Et merci beaucoup, Anthony, d'avoir apporté ton expertise québécoise. Ah oui, comme toujours. Hein? On vous retrouve tout de suite pour la troisième partie de ce Culture Soccer. À tout de suite. Merci encore à Nicolas pour son temps, pour nous avoir parlé de la CONCACAF Champions League. C'est désormais le moment. Il était une fois en Amérique. Les sons de guitare, le western. Et on commence avec Antoine. On parlait un petit peu plus tôt de la CONCACAF Champions League. La première équipe américaine à avoir battu une équipe mexicaine était le Real Salt Lake. Et cette semaine, là, il était une fois en Amérique. Mais en vedette, son équipe préserve le Real Monarchs. Je te laisse aller, Antoine. Ouais, très belle transition, en effet, de la CONCACAF directement en USL. C'est un petit fait qui est assez marrant, enfin pas pour eux, mais pour nous, oui. C'est l'équipe donc réserve des Real Salt Lake, qui est dans l'état de l'Utah, qui s'appelle les Real Monarchs, et qui ont construit un tout nouveau stade, un très beau stade qui s'appelle le Zion Bank Stadium, seulement 5000 places, qui ont réussi, et c'est un stade qui est partie de la Zion Bank Real Academy. Donc ils veulent faire une Real Academy, c'est une chose qu'on les félicite, un truc à 78 millions de dollars, avec des stades d'entraînement, il y a même une académie et une école là-bas, pour les jeunes footballeurs qui suivent les études en même temps. Donc voilà, un gros projet du côté de Real Salt Lake, avec une belle académie, tout ça. Sauf que l'Utah, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est aussi l'État des Mormons. C'est un État qui est assez conservateur, avec des lois assez dures. Et les lois sont dures, par exemple, dans la consommation d'alcool. Les Real Monarchs ont construit donc leur stade avec le complexe de l'académie à côté et avec une école à côté. Et c'est donc qu'ils n'avaient pas pensé, c'est qu'en Utah, il est interdit de vendre de l'alcool près des écoles, et le stade est un petit peu trop près de l'académie. Donc il y a un gros problème, c'est qu'ils ont dû changer la porte d'entrée du stade, en fait, pour pouvoir permettre la vente d'alcool. Ils ont dépensé 250 000 dollars pour refaire l'entrée du stade et la faire de l'autre côté, pour qu'elle soit au plus loin possible de l'école. Grâce à ça, apparemment, c'est pas encore acté, parce que les lois de l'Utah sont compliquées, mais ils vont pouvoir enfin vendre de la bière, ce qui est possible dans les stades des États-Unis, contrairement en France, par exemple. Donc voilà, ils ont dû dépenser 250 000 euros, tout ça parce qu'ils avaient construit une école un peu trop près, à exactement 30 mètres du stade, et qu'il est interdit de vendre de l'alcool à moins de 60 mètres d'une école. Donc voilà, ils ont dû faire tous les travaux. C'est un truc assez dingue. 250 000 dollars d'investissement. On est désolé pour eux. Voilà. Ouais, surtout que pour une équipe USL, là, 250 millions, là, c'est quand même beaucoup d'argent quand, je crois, là, toutes les dépenses pour une équipe USL en une saison, ça s'élève peut-être en moyenne 2 millions de dollars. Là, donc, ouais, bon, après, le Real Salt Lake paiera pour ça, mais c'est vraiment très bête. Et puis c'est un truc trop... Enfin, ils auraient trop dû y penser qu'il y avait une école à côté du stade, vu qu'ils l'ont construit avec le stade en même temps. Oui, c'est assez surprenant du côté du Real Salt Lake. Des fois, là, c'est des petites lois là, que lorsqu'on construit des infrastructures, on assez. Moi, là, il était une fois en Amérique, c'est quelque chose également de surprenant.
C'est un sondage fait par ESPN pour savoir c'est quoi. C'était un sondage anonyme pour aux joueurs de la MLS. À 104 joueurs anonymes, plus précisément. Là, c'était pour savoir c'est quels joueurs qui étaient les plus surévalués de la MLS et lesquels qui étaient les plus sous-estimés. Donc, je vais vous faire la liste des top 5 de chaque, là, et on va en parler un peu, moi et Antoine, pour dire si on a les mêmes avis. Le premier joueur le plus surévalué, c'est Giovanni Dos Santos. Ensuite, en deuxième position, Michael Bradley. Troisième position, José Altidore. Quatrième, c'est Giazi Zardes. Le cinquième, Paul Arriola. Pour ce qui est des sous-estimés, là, le premier, c'est Nacho Piatti. Deuxième, Dax McCarthy. Troisième, Christian Roldan. Quatrième, Will Trapp. Et le cinquième, Darlington Nagbe. Donc, pour les surévaluer, là, Michael Bradley, je ne le trouve pas tant surévalué. Là. Moi, je trouve que c'est un pilier là, au Toronto. À noter, là, par exemple, que le sondage a peut-être été biaisé quelque peu par la déroute américaine en Coupe du Monde. Quand on voit qu'un Michael Bradley, qui était le capitaine, a été nommé numéro 2, José Altidore, le buteur par excellence des États-Unis, a été voté numéro 3. Et puis, là, Paul Arriola, un autre qui était de la sélection, et même Giazi Zardes, qui a été très, très proche de la sélection, là, même qui a été sélectionné malgré ses performances assez décevantes avec les Galaxies. Là. À mon avis, Zardes, voilà, c'est vraiment par rapport à l'année dernière, donc ça ne prend pas en compte son super début de saison. Mais ouais, Zardes, c'est pas trop. En fait, ça pourrait être même numéro 1, vu que c'était l'année dernière. Giovanni Dos Santos, je suis assez d'accord. Pour le coup, ouais, il est un peu. Il est pas si fort que ça, en fait, depuis qu'il est en MLS. Hein. Voilà, parce que sinon, Nicolas va me tuer, je sais qu'il aime bien. Et Bradley ou Altidore, ouais, à mon avis, il y a vraiment beaucoup du fait qu'ils ont perdu avec les États-Unis la qualification à la Coupe du Monde. Mais aussi, Altidore, je pense que ça va pas être un mec contre qui tu dois aimer jouer en tant que joueur. Je le connais pas. Mais je pense que jouer contre lui doit être quelque chose d'extrêmement frustrant. On se souvient l'année dernière quand il s'est fait bousculer par Kleshtan, il commence à se rouler par terre. Peut-être un mec super énervant à marquer, super énervant contre qui jouer, assez frustrant, un peu tricheur. Voilà, je sais pas, il est très bon footballeur, hein, mais à mon avis, ça va être un mec assez embêtant contre qui à affronter. Pardon. Ouais, et du côté des sous-estimés, là, je suis quand même assez d'accord avec ce sondage. Nacho Piatti, qui a même un petit peu plus tard dans le sondage, là, les joueurs MLS le placent dans les top 5 des meilleurs joueurs en MLS. À noter là, qu'il gagnait seulement 500 000 $ l'année dernière, plus bonus. Là, c'est les salaires de la MLS qu'on ne peut pas trop s'y fier. Le deuxième, c'est Dax McCarthy, encore là, un joueur qui mériterait beaucoup plus de temps en sélection. Ensuite, Christian Roldan, qui est tellement... Tu le trouves-tu bon, toi, Antoine? Ouais, non, ça va. Ouais, non, même cette année, il est pas dégueulasse. Et puis l'année dernière, il était un peu un petit jeune, ouais, dont on parlait pas trop. Nacho Piatti aussi, je suis extrêmement d'accord. McCarthy, il est très bon, hein, mais je pense sûr qu'il est sous-estimé. Je pense qu'on en parle quand même pas mal. Will Trapp, par contre, c'est un très bon choix de la part des joueurs de la MLS. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup et qui fait une très belle saison. Parce que Will Trapp, là, c'est le genre de milieu qui fait tout le sale boulot. Le sale boulot qui n'est pas très statistique et tout. Là. Par exemple, dans les sous-estimés, le cinquième me rend assez perplexe. Darlington Nagbe, moi, je trouve qu'il est assez bien estimé par ton MLS là, avec son gros transfert et tout. Et même, je crois que c'est un joueur que je trouve au-dessous de ce qu'est le monde en pense même. Ouais, je suis d'accord. Il est un peu. Enfin, depuis qu'il est à Atlanta, ça a moins bien. Mais l'année dernière, il était bon, même s'il n'est pas aussi sous-estimé que, comme on l'a dit, Piatti ou Trapp. Ouais. Oui, donc je crois que c'est ça qui va conclure l'émission. Encore une fois, merci de vos écoutes, de vos partages. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, des conseils. Et surtout, un grand merci à Nicolas pour son temps dans cet épisode. Ouais, on a vraiment envie de savoir ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Est-ce qu'il y a des segments qu'il faudrait qu'on enlève? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait plus qu'on parle? Ça nous intéresse beaucoup vos retours parce qu'on fait l'émission aussi pour vous. Oui, et
n'hésitez pas à aller suivre les autres podcasts, Bola Latina, FC Corner et Frekia, qui sont disponibles sur le même compte que nous, en fait. Et même là, achetez le magazine numéro 2. On parle de la NASL, un excellent article, selon moi. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, la NASL, le premier championnat américain où jouaient Pelé, Beckenbauer et d'autres joueurs très connus des années 70 à 80. Et tout l'article fait le retour sur toutes les licences du championnat. Ouais, et même, on a interviewé Alan Merrick, là, qui jouait pour Minnesota dans les années 70-80. Donc, ça allait vraiment être intéressant. Il y a même un segment football féminin. Je crois que c'est un sport, le foot féminin, qui n'est peut-être pas assez propagé dans les médias d'aujourd'hui. Donc, on a vraiment voulu faire un point sur cela. Et même là, le magazine numéro 1, là, il est encore temps de vous le procurer là, avec David Beckham qui va se partir une nouvelle franchise en MLS. Là, c'est encore le temps. Ouais, il y a vraiment de très bonnes choses. C'est un magazine hyper complet et vous apprendrez. En fait, c'est surtout ce qu'on appelle la culture foot. Hein. Donc, vous allez retrouver un petit peu que des histoires, des portraits, des interviews, des choses vraiment très intéressantes dans ces magazines. Par exemple, voilà, dans le numéro 2, on va en parler très rapidement, mais vous aurez aussi un article sur Fluminense, sur Socrates, sur le mouvement ultra à Casablanca et aussi sur un dossier sur le football féminin au Bénin, au Colombie et au Mexique. Donc, n'hésitez pas du tout à aller passer voir ça. Oui, donc merci comme toujours Antoine de ton temps. Merci Anthony, c'est très sympa. Et merci surtout à vous de nous écouter comme je viens de le dire. Donc merci et à la prochaine. Ciao à tous. Bye. When I'm chillin' in America, saying that they love it, but truthfully they just scared of ya. Leave them in hysteria, and I don't give a fuck about your area. It's time you know